connaissez le foot bien sûr, vous connaissez le golf aussi. Mais connaissiez-vous le foot-golf? Et saviez-vous qu'une première Coupe du Monde a eu lieu en 2012? Là, vous restez sans voix. C'est normal, ce sport est tout nouveau. Le foot-golf a été créé par les Hollandais en 2009. Alors le foot-golf, en effet, c'est vraiment ce savant mélange entre les deux sports. C'est-à-dire que la pratique, ça reste du football, avec les pieds, avec un ballon, sauf qu'on joue de façon statique. Donc les règles sont vraiment celles du golf. Que ce soit avec ce système de par 3, par 4, par 5, c'est-à-dire faire des trous en un minimum de coups. Puis après, en ce qui concerne les hors-limites, les questions de pénalité quand on tombe dans l'eau, des choses comme ça, c'est vraiment le même système que le golf. Vous avez besoin de force et de puissance au début, et puis après, puis vous approchez du trou, il faut de la finesse, il faut de l'adresse. Je pense que les milieux de terrain devraient plus s'en sortir, parce que généralement, ce sont eux qui savent, je vais dire, pratiquement tout faire. C'est surtout l'approche sur le green qui est un peu compliquée, ça roule pas mal. Donc voilà, je pense que c'est ça, il va falloir essayer de doser les approches finales. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, la tenue n'est pas en reste dans le foot-golf. Les créateurs se sont librement inspirés d'un style golfeur et, disons-le, plutôt la version années 20. Ça me rappelle ma jeunesse, quand je mettais sous-pull, chemise, pull, je disais à ma mère non c'est trop, et non franchement j'adore. J'adore les chaussettes aussi, très à l'aise, vraiment pas honte, très agréable. Retour sur le parcours pour le mot de la fin. Alors le foot-golf, convaincu? It's not the same as playing a football game, but it's fun. I mean, you can do it like today, like a small tournament, or you can do it with friends, and that's what I think what it makes nice. You're a few hours doing some nice things with your friends, and that's nice. Annie Famos, c'est d'abord le plus joli sourire de l'équipe de France. Évidemment France Télévisions, je représente Isabelle Lamour, seule femme à présider une fédération olympique, la fédération d'escrime, sera notre invitée. Et en venant ici, j'ai écouté une émission de radio qui accueillait justement une internationale de rugby, donc Assa Koita, qui était sur cette émission. Et au lieu de parler justement de cette Coupe du Monde qu'on a passée ensemble cet été 2014, on lui a demandé ce qu'elle pensait de l'esthétisme de la femme dans le rugby, de l'image qu'elle pouvait dégager. Donc, je pensais qu'on était passé au-delà en 2014 et on se rend compte que, comme dirait mon père, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, déjà, il y a un problème de vocabulaire, enfin un enjeu de vocabulaire, parce que quand on parle du sport masculin, on n'a pas besoin de dire masculin, on parle du sport. Alors que le sport féminin, on est obligé d'accoler l'adjectif parce que c'est la différence, c'est la marge, c'est ce qui est à côté du sport dominant. Le sport féminin a toute sa place dans le paysage sportif. Il est porteur des mêmes valeurs que son homologue masculin. Il procure les mêmes émotions, il nécessite les mêmes efforts. Il est donc normal qu'ils soient mis en avant de la même façon, tant au sein des fédérations que dans les médias. Je pense que les femmes sont en train d'apporter quelque chose qui sortent de l'ordinaire et qui nous font sortir de notre carcan, n'ayons pas peur des mots, de notre carcan un peu macho. La médiatisation peut jouer un rôle important dans la valorisation de notre travail, dans la valorisation des résultats et des performances, parce que si les médias s'intéressent au sport, il faut qu'on soit performant, il faut qu'on gagne des titres, il faut qu'on gagne des trophées. Et pour gagner des trophées, il faut qu'on s'entraîne plus. Pour s'entraîner plus, il faut avoir des moyens, qu'ils soient financiers ou de structure. Donc forcément, ça va être un tremplin énorme pour notre pratique. Nous, les médias, c'est raconter des histoires, justement. Et c'est là où je pense que la sous-médiatisation, elle peut être améliorée. C'est peut-être d'aller chercher des talents, entre guillemets, naissants, parmi les juniors, les cadettes,
de miser sur une petite nana qui arrive en se disant tiens, elle a le potentiel pour être une grande championne. Et mon rôle comme entraîneur, c'est surtout, je suis très ouvert à tout ça. Donc tout le monde peut toujours me téléphoner, je vais toujours faire des interviews. S'il y a des joueuses qui doivent aller sur un plateau pour la télévision, je vais toujours laisser l'opportunité de venir chez nous. On a notre part de responsabilité parce que c'est à nous aussi d'expliquer à nos athlètes, ceux qui sont plus discrets, ceux qui sont en retrait mais qui ont des parcours d'exception, de l'importance de sortir un petit peu de l'ombre et puis d'aller plus en avant, d'aller devant les médias parce que c'est pas évident, c'est pas un exercice facile. On est passé en 2 ans de 7 à 15% de retransmissions sportives féminines dans les médias et je ne m'attache pas uniquement aux chiffres, à la quantité mais aussi à la qualité. Des chaînes ont décidé de faire des émissions régulières, des chaînes ont décidé de casser leur antenne, d'ouvrir vraiment leur antenne au sport féminin. Chacun ne peut pas faire seul de son côté, il faut que les fédérations jouent leur rôle, il faut que les sportifs jouent leur rôle, il faut que les collectivités locales jouent leur rôle, donner des salles adaptées, avoir des pelouses adéquates, remplir les gradins. C'est pas le rôle des médias, c'est le rôle des fédérations, c'est le rôle des collectivités locales. Que tout le monde puisse agir main dans la main pour qu'on puisse faire vivre le sport féminin. Lors de la première édition des Jeux Olympiques en 1896, les femmes étaient tout simplement interdites. Au dernier JO, elles représentaient 44% des athlètes. Les progrès sont immenses, même s'ils ne sont pas encore égaux dans tous les sports. Les femmes se sont battues pour être considérées comme des sportives à part entière. Elles ont prouvé que le dépassement de soi, la compétition, l'esprit d'équipe ou encore l'émotion de la victoire ne sont pas des valeurs réservées aux hommes. Elles sont 4 femmes et elles ont tout un point en commun, la passion du sport. Chacune d'entre elles a atteint l'excellence dans sa discipline. Aya sur un ring, Camille dans un stade, Muriel sur la piste et Eugénie dans les jumpings. Le cheval, c'est tout son temps et toute sa vie. Monter sur ring, pour moi, c'était la compétition. Pas forcément contre l'adversaire, mais contre moi-même. J'ai toujours cette envie de gagner et de me transcender sur un terrain et c'est vraiment la joie avec les filles, quoi. C'était fantastique. Je ne cours pas forcément que pour les médailles, je cours également parce que je prends plaisir à courir et que c'est ma passion. Ces 4 championnes nous ont ouvert les portes de leur quotidien. Les journées sont chargées pour ces femmes exceptionnelles, compétitrices certes, mais aussi entraîneurs, mamans, épouses, étudiantes ou encore écrivains. On les voit dans l'action à l'entraînement et en compétition, mais aussi plus au calme, entourés de leur famille et de leurs amis. Les témoignages recueillis nous aideront à mieux comprendre ce qui fait courir ces femmes et nous révéleront aussi un peu des personnalités de ces sportives. Le sport est-il pour elles une addiction à la compétition avec soi-même? Quel rapport entretiennent-elles avec la souffrance? Quelle place pour la vie personnelle quand tout est organisé autour de la pratique du sport? Que représente l'arrivée d'un enfant pour le corps et le mental d'une sportive? Y a-t-il un bon moment pour arrêter sa carrière? Ou encore, à quoi peut ressembler la vie après le sport?